Mesdames et messieurs, bienvenue. On va commencer dans environ 1 ou 2 minutes. Il y a encore des gens qui rentrent dans la salle. Mesdames et messieurs, alors il est midi 1. Il y a encore des gens qui se joignent à nous, mais comme on souhaite s'en tenir à l'horaire qu'on vous a proposé, nous allons débuter, puis les autres personnes se joindront à nous en cours de route. Alors, bienvenue. Mon nom est Philippe Cousineau-Morin. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette activité de l'Alliance Ariane, qui est donc la rencontre Parlons Territoire pour les régions de Montréal et Laval, qui est co-organisée avec les conseils régionaux de l'environnement de ces deux secteurs de Montréal et Laval. Alors, d'abord, quelques petites consignes d'usage, puis le déroulement de l'activité jusqu'à 13h30. Donc, on vous remercie d'être présent. Je vais inviter les conférenciers qui m'accompagnent à ouvrir leur caméra. Et donc, je serai votre hôte aujourd'hui. Les consignes sont les suivantes. S'il vous plaît, pour les invités, gardez vos micros fermés, mais vous pouvez garder vos caméras ouvertes. Vous pourrez faire part de vos questions quand on sera à la période des questions via la fonction lever la main, donc qui est au bas de votre écran dans les réactions. On privilégie les prises de parole vocales et sinon également dans l'outil de conversation de Zoom. Donc, ça s'appelle Converser, c'est une icône avec une bulle. Je vous rappelle que l'événement d'aujourd'hui est enregistré pour rediffusion et également que l'événement se termine à 13h30, mais qu'on pourra poursuivre officieusement une petite trentaine de minutes supplémentaires, celles de ceux qui auraient d'autres questions qui souhaiteraient échanger. Alors, étant donné, comme je vous ai dit, la co-organisation d'aujourd'hui, je suis accompagné de Élodie Morandini et de Emmanuel Rondia, respectivement du Conseil régional de l'environnement de Laval et du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Je vais leur laisser un petit mot de bienvenue pour vous expliquer, entre autres, la teneur de l'activité d'aujourd'hui. Alors, Élodie. Bonjour à tous, bienvenue tout d'abord. Moi, je suis coordinatrice au Conseil régional de l'environnement de Laval. Et pour nous, l'environnement, les paysages, les milieux naturels doivent vraiment être perçus comme des aspects essentiels de nos vies et primordiaux dans le développement d'une société durable et en santé. Et aussi être vraiment des facteurs qui permettent d'augmenter la compétitivité d'une ville pour attirer et retenir ses citoyens et ses entreprises sur son territoire. Et actuellement, finalement, l'aménagement du territoire est vraiment au cœur de l'actualité de la Valoise. Vous en avez peut-être entendu parler. On a vraiment des consultations on en a eu sur le PPU de Sainte-Rose, sur le centre-ville. Et actuellement, on voit aussi, la ville nous a aussi sollicité pour donner notre avis sur le code de l'urbanisme. Laval est quand même la troisième ville la plus peuplée du Québec et située sur l'île Jésus et a de nombreux enjeux, dont je vais en citer quelques-uns. L'accessibilité aux berges, à la nature, qui a été notamment soulignée avec la pandémie, la gestion des eaux usées, des surverses, la protection des milieux naturels, des milieux humides. On cherche quand même on aimerait pousser l'objectif de la protection à 17%. Et aussi travailler à réduire l'emprise des îlots de chaleur et à valoriser un patrimoine agricole, puisqu'on a quand même un tiers du territoire de Laval qui sont des terres agricoles. Et aussi, comme toute grande ville, on voudrait aussi la part modale finalement de la mobilité active. Donc, beaucoup d'enjeux pour notre territoire, dont on va avoir l'occasion de s'en parler. Je passe la parole à Emmanuel. Merci. Merci, Élodie.
Merci, mais oui, en fait, très heureux de joindre aujourd'hui cette conversation. Donc, moi, c'est Emmanuel Rondia, je suis directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Comme Élodie, c'est sûr, les CRE sont des organismes de concertation en environnement, donc tous les enjeux d'aménagement du territoire nous tiennent à cœur. Toute la question de la qualité des milieux de vie et aussi de l'équité autant sociale, environnementale. Et je pense qu'on va pouvoir l'aborder dans les discussions aujourd'hui. À Montréal aussi, il y a on est dans un contexte bouillonnant avec beaucoup d'activités, des plans, multiples plans qui ont été récemment adoptés, entre autres le plan climat qui vise la carboneutralité, donc tout l'impact de l'aménagement sur l'atteinte de ces objectifs. On est aussi dans la grande démarche de révision, en fait, d'élaboration du nouveau plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, l'intégration et le croisement entre urbanisme et mobilité dans ce grand document qui nous attend dans les prochaines années. Donc, tous les échanges qu'on va avoir aujourd'hui aussi vont alimenter autant la réflexion à l'échelle provinciale et à l'échelle locale. Multiples enjeux quand on a réfléchi en fait à la discussion d'aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu faire une dizaine d'ateliers thématiques tellement on avait des éléments et des discussions, mais quelques-uns entre autres que Élodie a souligné, mais l'atteinte, toute la question de la protection des milieux naturels, l'enjeu de la loi de l'expropriation actuellement. On a eu aussi des nouveaux statuts intéressants. Récemment, l'annonce du paysage humanisé, qui est peut-être une approche et une voie à explorer. Donc, une aire protégée de catégorie 5 à l'UICN, mais avec des activités humaines à l'intérieur de ce territoire. On a beaucoup aussi, puis c'est un enjeu qu'on voit vraiment, c'est toute la question de la cohérence entre les multiples projets. On se projette sur des horizons temporels parfois 2050, 2042, mais en même temps, on a des projets très concrets qui sont en train de se développer. Donc, comment on assure cette cohérence-là et comment on s'assure que les choix d'aujourd'hui ne vont pas impacter l'atteinte de notre vision à long terme. Donc, là-dessus, je vais être très curieux d'entendre nos panélistes et de vous entendre aussi sur ce questionnement-là. Donc, voilà brièvement quelques éléments qui nous intéressent beaucoup. Et toujours, je ramènerai quand même aussi l'enjeu d'équité qui est vraiment primordial, enjeu d'équité aux espaces verts, au logement abordable, à l'eau. Donc, chacun des trois intervenants vont avoir l'occasion d'en parler. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir d'échanger. Merci, Emmanuel. Oui, mon micro est ouvert. Alors, effectivement, avant de passer la parole à nos conférenciers d'aujourd'hui, d'abord, je les salue. Donc, Christian Savard de Vivre en Ville. Bonjour, Christian. On a également, je vois à l'écran Ron Rayside de Rayside La Bossière. Bonjour. Bonjour. Et également Ariane Simon-Fortier du comité ZIP Jacques-Cartier. Bonjour, Ariane. Avant de leur passer la parole, je vais effectivement juste vous donner un petit portrait du pourquoi de la discussion d'aujourd'hui. On a parlé de thématiques très larges, puis comme l'a dit Emmanuel, on aurait aimé en parler de plus que celles que les conférenciers vont vous entretenir aujourd'hui, mais la beauté de la chose, c'est que si vous suivez sur nos réseaux Parlons Territoire, nous avons déjà les capsules de tous les autres événements que nous avons tenus. Si je ne me trompe pas, c'est le 10e aujourd'hui, donc les gens qui sont intéressés à des compléments thématiques, vous pouvez revisionner chacune des présentations. Alors, rapidement, ce que je vais faire, c'est à nouveau, je vous partage mon écran ici pour vous expliquer pourquoi l'initiative Parlons Territoire. On est dans le contexte de l'Alliance Ariane qui a été formée en 2005 avec, entre autres, des organismes nationaux comme les regroupements des conseils d'environnement, Vivre en Ville, l'Ordre des architectes, l'Ordre des urbanistes du Québec, demandaient une politique nationale d'aménagement du territoire. Et donc, il y a un engagement du gouvernement depuis le mois de janvier dernier qui devrait mener, donc, à la suite d'une grande conversation, à l'adoption de finalement ce qui s'appellera une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Donc, très long, l'acronyme SNUAT. Alors, on va essayer de raccourcir, mais bon, on parle donc effectivement d'enjeux très larges. Et nous, notre campagne, c'est donc pour vous informer, vous outiller, vous mobiliser sur cette démarche-là parce qu'il y a un format consultation publique, consultation citoyenne. En quelques mots, donc c'est mené par le ministère des Affaires municipales. L'objectif, c'est la réforme du cadre, des lois, des politiques qui régissent l'aménagement du territoire. Donc, ce n'est pas simplement une réforme législative, quoique ça en est probablement une, mais aussi tout le cadre, la vision. Emmanuel nous a dit 2042, là, qui est l'horizon de la vision qui a été annoncée par le gouvernement. Puis pourquoi cette démarche-là? Parce que le gouvernement donc, reconnaît en quelque part qu'il y a des problèmes structurels dans l'aménagement du territoire. On a nommé des thématiques, mais moi,
J'avais noté l'étalement urbain, la pression sur les milieux naturels, agricoles, les enjeux de logement, les environnements qui ne sont pas toujours favorables aux saines habitudes de vie, et également des enjeux conjoncturels. Bon, la pandémie, je n'ai pas besoin de vous faire le portrait, l'espace, là. Les inondations, la crise du patrimoine, donc il y en a plusieurs. Donc, c'est une reconnaissance on doit avoir une meilleure vision, une meilleure cohérence sur notre territoire. Et voilà ce que vous voyez à l'écran, 5 grands thèmes mis sur la table par le gouvernement: gouvernance, croissance urbaine, milieu de vie, ruralité, finalement, finance et fiscalité, qui soutient tout ça. Et vous dire que donc, dans la démarche, à ce moment-ci, on est un peu à l'étape la deuxième étape, qui serait les orientations préliminaires. Donc, vous pourrez aller consulter sur le site du ministère des Affaires municipales déjà le document de consultation là, qui dresse des orientations préliminaires proposées par le gouvernement. Et il y a différents mécanismes de consultation, c'est mon dernier point. Mais la consultation générale pour les citoyens, elle ouvre en août jusqu'au mois de septembre. Donc, vous pouvez dès maintenant vous faire une tête avec l'événement d'aujourd'hui, avec les documents de consultation. Et il y aura un formulaire en ligne pour se prononcer. Simplement, vous soulignez qu'il y avait d'autres mécanismes de consultation en parallèle, un comité consultatif, des laboratoires, des séminaires dont vous pouvez trouver également les comptes rendus sur le site du ministère des Affaires municipales, une consultation autochtone et tout récemment débuté une tournée de la ministre pour voir les organismes dans les régions. Alors voilà, c'est le grand pourquoi de la conversation d'aujourd'hui. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, on se lance aujourd'hui avec quelques thématiques. Puis après, on rouvre une discussion en forme table ronde, puis on essaie de se donner des bonnes idées pour suggérer à la SNUAT, la stratégie nationale. Alors, d'abord, je vais présenter Christian Savard, qui est directeur général de Vivre en Ville depuis 2006 et qui est très impliqué dans le débat public sur les enjeux de mobilité durable, d'urbanisme. Christian a été fréquemment sollicité par des instances secteur privé, public, associatif et participe à nombre de comités de réflexion et d'élaboration de politiques et programmes. Titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, il s'est spécialisé dans le domaine des transports, de l'urbanisme, du design urbain, tout en développant une expertise dans la gestion d'organisations non gouvernementales. Alors, Christian, c'est à toi de nous dresser ton portrait de la situation. La parole est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous d'être présents pour ce débat qui peut parfois sembler technocratique, bureaucratique, surtout quand c'est présenté par le gouvernement. L'objectif de ma présentation, justement, vous montrer, aller vraiment un peu sur le plancher des vaches avec nous, ce qu'on appelle la série noire de l'aménagement du territoire, qui est une sortie qu'on a fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà, avec différentes organisations pour notamment Equita, Fondation David Suzuki, on avait et Jérôme Duprat, par exemple, plusieurs organisations pour mettre en lumière certains éléments assez négatifs de cet aménagement du territoire. Puis si vous aimez le graphisme de ce que je vais vous présenter, je donne le crédit à Equita qui a travaillé là-dessus. Donc, je vais partager mon écran immédiatement. Et commencer ça. Donc, est-ce que vous voyez bien tout le monde? C'est bon, on peut me confirmer? Parfait, merci. Donc, série noire de l'aménagement du territoire au Québec, parce qu'on est tanné de jouer dans ce film-là. On le sait, quand on met en place une politique comme celle-là, c'est parce qu'on veut que des choses se règlent et parce qu'il y a des véritables problèmes et que la situation actuelle n'est pas soutenable. On ne ferait pas toute cette grande conversation-là. Il y a des comités, je fais partie d'un des comités. Il y a un paquet de choses que le gouvernement a mis en place. Ce n'est pas parce qu'on veut régler 2-3 petits problèmes dans la loi sur l'aménagement ou l'urbanisme ou des choses comme ça. C'est parce qu'il y a une série d'enjeux et je vais y aller justement en série. Est-ce que ça clique? Christian, juste si tu permets, je pense que c'est ton micro qui frotte un peu. Peut-être que parfait, faire attention. Okay. Est-ce que je réussis à cliquer sur... On est toujours sur la même diapo. Voilà, ça fonctionne, hein? Oui. Voilà. Bien, d'abord, série noire d'aménagement. Sainte-Ville sous le lac, la construction en zone inondable, enjeu qu'on a vu dans les dernières années au Québec. Il y a eu des impacts directs sur la vie des gens parce qu'au Québec, on a laissé construire en zone inondable et qu'on n'a pas eu de cohérence dans ce domaine-là. La bonne nouvelle, puis c'est pour ça que je commence avec celui-là, c'est qu'on a commencé à prendre des mesures un peu plus drastiques au Québec pour contrer ce phénomène-là et tenter d'encadrer les pratiques. Série
série noire d'aménagement, des SAQ sans cœur de collectivité, la désertion commerciale des centres-villes, SAQ, société d'État, donc qui devrait avoir des pratiques exemplaires, quitte les centres-villes ou les artères commerciales pour aller s'installer dans des centres d'achat, dans des power centers, ferme des succursales, fait mal à nos centres-villes. Si c'était le privé qui le faisait, on pourrait dire, bon, ben, il fait bien ce qu'il veut, mais là, c'est l'État qui le fait. Donc, un autre exemple d'incohérence de la part de l'État. Troisième épisode de la série noire. Prolifération envahissante des autoroutes qui n'a pas réglé les problèmes de congestion, qui les a plutôt accentués. Je pense que la région de Montréal est particulièrement bien au fait de ça. Multiplication de la 25, il y a eu le prolongement de la 30, des agrandissements un peu partout. La congestion n'est pas moins pire, est toujours pire. Donc, l'idée qu'on puisse faire du navettage à travers des autoroutes est une idée désuète qui devrait être mise en question dans une future politique nationale d'urbanisme et de l'aménagement. Autre enjeu dans la série noire, en nature ou en espèces, le saccage des milieux naturels. De la même manière que les terres agricoles, malheureusement, nos milieux naturels au pourtour des villes sont souvent vus comme des réserves foncières à développer éventuellement. Donc, c'est un autre point où il y a du progrès. Dernièrement, Emmanuel a nommé un exemple récemment des villes qui sont de plus en plus proactives pour acheter des bouts de territoire qui ont une valeur particulière. Mais donc, il y a quand même des enjeux qui continuent et des outils à donner aux villes dans la future politique. Le sacrifice du garde-manger, destruction des terres agricoles, c'est peut-être moins pire que dans d'autres juridictions nord-américaines parce qu'on a la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, mais tout de même, trop souvent, c'est des promoteurs qui possèdent certains territoires agricoles qui attendent le bon moment pour tenter des dézoner. La sensibilité a encore augmenté sur cet enjeu-là, mais il y a encore, on peut encore faire mieux. On l'a vu, le gouvernement, dernièrement, juste pour faire mettre des serveurs de Google sur le terre agricole à Beauharnois, a utilisé un décret pour passer par-dessus la LPTAA. Donc, encore une fois, on a sacrifié notre garde-manger. Passé décomposé, l'abandon du patrimoine bâti, trop d'abandon partout au Québec. De patrimoine bâti. On dirait qu'on est dans un mauvais cycle actuellement. Il y a eu une loi récemment qui a donné davantage de pouvoir aux municipalités, mais les municipalités vont-elles avoir les moyens d'utiliser ces pouvoirs-là? Il y a encore beaucoup de questions sur le régime et il y a beaucoup d'efforts à faire pour mieux protéger notre patrimoine au Québec, qui fait partie de notre identité. Pour un gouvernement très nationaliste, ça devrait aller de soi. Série noire, possédée par l'auto, le culte du stationnement. Il faut mieux encadrer le stationnement. Il faut moins faire de stationnement. Il faut le faire différemment. C'est à peu près, j'ai un texte que j'ai fait qui roule toujours beaucoup. C'est toujours le problème, c'est le stationnement. On ne peut pas faire de piste cyclable, c'est le stationnement. On ne peut pas faire de verdissement, c'est le stationnement. On ne peut pas densifier, c'est le stationnement. C'est toujours le stationnement. Donc, ce culte du stationnement-là doit être mis en question et le gouvernement doit donner des outils aussi aux villes pour aller plus loin. Il y a aussi des questions de culture derrière. Derrière la SNUAT, je veux l'appeler la SNUAT, la fameuse stratégie, il doit y avoir aussi des manières de changer la culture de comment on régit notre territoire et le stationnement doit en faire partie. Walmartisation en cours, le recul des écoles de quartier, un dossier qui me tient particulièrement à cœur où c'est peut-être un peu moins pire dans les quartiers montréalais où les écoles sont relativement plus petites, plus vieilles, mais il y a une prolifération du fait de plus pouvoir se rendre à pied à l'école avec des écoles très grandes, particulièrement en banlieue, des écoles des écoles primaires particulièrement de 30 classes qui fait en sorte que tout le monde est obligé de venir en auto, en bus, puis personne ne marche et l'école n'est plus l'encre du quartier. La ville en déroute, la cannibalisation commerciale routière. Nos routes ont été accaparées par l'installation de commerces, que ce soit à l'intersection des autoroutes. On voit comme des projets comme le Royal-Mount. On le voit aussi sur les routes de contournement dans les villes moyennes partout au Québec, qui fait en sorte une dévitalisation de nos centres-villes, mais aussi de création
milieux de vie qui ne sont pas du tout à l'échelle humaine, qui ne favorisent pas du tout la marche, qui favorisent essentiellement la voiture. Perpétuation des inégalités territoriales, il y en a qui sont moins égaux que d'autres. Emmanuel en a parlé. On n'a pas de grille d'analyse de type ADS+, quand on fait notre aménagement et notre urbanisme au Québec. C'est une sensibilité qui nous manque, qui est parue notamment lors de la pandémie. Et finalement, je pense qu'il m'en reste deux. La malédiction de la pépine, où on est obsédé de construire des infrastructures très rapidement, que ce soit des écoles, des maisons des aînés, des routes. Et ça, c'est l'adoption du projet de loi 66 par le gouvernement actuel qui a court-circuité un paquet de protection environnementale, même court-circuiter le BAP dans le cas de route, juste pour construire des infrastructures plus vite et ne pas considérer les enjeux environnementaux suffisamment. Et je terminerai la série par le schéma où la vie Laval gouvernementale qui a perpétué l'étalement urbain dans la MRC de Montcalm est un bel exemple de pourquoi nos outils n'arrivent pas actuellement à stopper l'étalement urbain. C'est probablement, c'est très limite, mais c'est dans les limites des règles l'acceptation du schéma d'aménagement de Montcalm. Et il faudra que la prochaine stratégie fasse en sorte que de poursuivre l'étalement urbain des milieux naturels agricoles comme dans Montcalm en faisant des modifications à un schéma. Et là, c'est plus technique. En faisant des modifications à un schéma, en le faisant passer une véritable révision à une modification soit plus possible. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions plus précises sur ce cas-là, je le préciserai. Et donc, voilà un topo de pourquoi il nous faut une STIMAT ambitieuse, parce que pour l'instant, le Québec joue dans un mode film en matière d'aménagement. Merci, Christian. Alors, je ne sais pas si on est allé voir ça dans un cinéma, dans une grande salle, dans un cinéma de quartier, mais c'est très, effectivement, très impressionnant là, à l'écran. Moi, ce que je retiens, dans le fond, c'est que les pratiques ont amené à des dérives vraiment incroyables qui nous coûtent très cher aujourd'hui. Et c'est un peu ça, dans le fond, les raisons derrière la reconnaissance par tout le monde qu'il faut un peu se donner un peu plus de cohérence dans les interventions territoriales. Fait que quand on regarde tout ça mis ensemble, on se dit oh, OK, on a vraiment un problème, on doit aller vers des solutions. Je ne sais pas si nos prochains intervenants vont aller directement dans les solutions, mais vont continuer à nous exprimer, en tout cas dans leur domaine respectif, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Alors, la prochaine personne à intervenir sera Ariane Simon-Fortier, que je vais d'abord présenter. Depuis 10 ans, Ariane est à la tête du comité ZIP Jacques-Cartier, qui est un OBNL spécialisé dans la gestion de l'eau, plus spécifiquement le fleuve Saint-Laurent et les plans d'eau dans la région de Montréal. Donc, son équipe mène des initiatives qui visent à trouver des solutions aux problèmes liés à l'eau, comme la gestion des eaux pluviales, qualité de traitement de l'eau, évaluation des berges, de la biodiversité, restauration de la faune aquatique, niveau d'eau, navigation commerciale, accès aux berges, activités aquatiques et récréatives. Donc, tout ça dans une région où il y a jusqu'à 4 millions de personnes dans la région métropolitaine. Donc, Ariane est impliquée dans des initiatives de planification territoriale, dont celle de la table de concertation régionale au Saint-Laurent-Grand Montréal, qui cible les plans d'eau et les municipalités riveraines d'un large territoire couvrant le lac Saint-François jusqu'à l'entrée du lac Saint-Pierre. Et donc, finalement, je dirais l'accès à l'eau, la conservation des rives et la conciliation des usages et de la biodiversité sont des thématiques qui font partie de son quotidien. Alors, Ariane, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est une belle introduction, une belle entrée en matière. Je vais partager mon écran juste un instant. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Ça fonctionne. Ça fonctionne? OK. Alors, moi, en fait, j'ai envie de vous faire rêver un petit peu après le portrait un petit peu plus glauque qu'on a vu. J'ai envie de vous emmener un petit peu plus dans le rêve. Je vous inviterai à vous positionner au centre de vos îles respectives et de tourner votre regard vers l'extérieur. Et j'aimerais en fait vous amener à imaginer le développement de Montréal et de Laval comme les îles qu'elles sont réellement et à considérer l'eau qui nous entoure. Est-ce que vous voyez si ça change?
Pour l'instant, on est toujours à la première diapositive. OK. Voilà, Parfait. c'est rendu. Bon, ça a embarqué. Alors, à travers le temps, le fleuve et les plans d'eau ont joué vraiment beaucoup de rôles dans le développement de nos sociétés. Ils sont vraiment indissociables de notre identité et de notre propre développement. Si on regarde juste quelques-uns de ces rôles-là, ben, on sait que le fleuve a joué un rôle de voie d'accès important pour la découverte de nouveaux territoires. Les plans d'eau jouent aussi un rôle de communication et de commerce. Ils ont permis de développer notre économie. Ils ont servi de décharge également à tout ce qu'on ne voulait pas conserver sur notre territoire. Et ils ont également nourri l'ensemble de nos loisirs. Et tous ces usages-là partent d'un même paradigme, soit celui que l'humain doit contrôler, maîtriser et diriger un écosystème afin qu'il entre dans son propre cadre, alors qu'en réalité, l'eau ne répond pas toujours très bien aux règles humaines. Tous ces usages-là aussi ne s'accordent pas nécessairement entre elles. Et s'il y a un thème qui est récurrent à travers le temps et le développement de nos villes, c'est le terme de nuisance. L'eau a été premièrement une nuisance sanitaire à cause de tout ce qu'on a déversé dans nos plans d'eau. Nos plans d'eau sont devenus en fait des vecteurs de maladies et donc de risques pour la santé humaine. Le deuxième obstacle, la deuxième nuisance, en fait, c'était être un obstacle à la libre circulation des biens et des personnes sur le territoire, donc des obstacles à franchir. Et le troisième nuisance, c'était en lien avec les fluctuations naturelles de l'écosystème aquatique qui menaient à des inondations et qui également provoquaient des problèmes qu'on a connus en 2017 et 2019, inondations sur le territoire. Et en conséquence de tout ça, on a observé des fermetures de plages qui existaient dans les années 70 à cause de la contamination de l'eau. On a assisté à la canalisation des ruisseaux et également à la privatisation des rues. Juste à titre d'exemple, je vous montre une carte de Montréal et ses ruisseaux. À peu près dans les années 1900, on observe qu'il y a à peu près 200 km de rivières et des ruisseaux qui existaient à même le continent de l'île de Montréal. Puis l'île de Laval, l'île Jésus, en fait, n'est pas en reste non plus parce qu'elle a également de nombreux ruisseaux sur son territoire. Si on regarde Montréal maintenant, par exemple, ben, ce qui reste de nos ruisseaux, ce sont les fins tracés rouges que vous voyez. Donc, des ruisseaux que je dirais sont un peu malmenés. Et à Laval, il y a aussi des études qui ont été faites au niveau des ruisseaux sur le territoire qui sont aussi malmenés au niveau de la qualité de l'eau. Tous les points rouges que vous voyez en rive, ce sont des sites d'accès à l'eau, que ce soit des parcs riverains ou des espaces aménagés comme des quais ou des marinas. Puis on voit également les plages de l'époque, donc les deux plages naturelles dans l'ouest avec les deux parapluies, celle du Récréoparc à Sainte-Catherine, et on pourrait ajouter à ça aujourd'hui la plage de Verdun et la plage de l'Est qui a été inaugurée hier. Petit à petit, notre caractère insulaire est revenu dans l'esprit collectif, et particulièrement lorsque la température grimpe, parce qu'on vit de plein fouet les conséquences de cette urbanisation-là, dont entre autres les îlots de chaleur, qui sont un phénomène qui vont se reproduire de manière plus grande avec le temps et les changements climatiques. Les demandes citoyennes abondent aussi pour récupérer des espaces en rive. C'est ce qui est arrivé, entre autres, avec la plage de l'Est. Il y a 15 ans à peu près, les citoyens dans l'Est ont réclamé des nouveaux espaces, des nouveaux accès au fleuve. Et aujourd'hui, on a le résultat de toute cette concertation-là et tout cet effort collectif de récupérer des espaces en la plage de l'Est qui a été inaugurée. Et en tant qu'insulaire, c'est de notre ressort de développer une nouvelle culture qui s'appuie sur l'intégration de l'eau dans nos propres modes de vie. Et ça inclut le développement de compétences. Le jour où nos enfants vont savoir nager et manipuler une embarcation autant qu'ils savent pédaler, on pourra dire qu'on va y être arrivé. Aujourd'hui, on a certaines tendances à vouloir peut-être encore canaliser nos ruisseaux, mais à travers le monde, cette tendance-là s'inverse.
J'ai pris ces exemples-là parce qu'ils sont assez parlants et très, très imagés, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres et de diverses natures. Alors, ce premier exemple-là, c'est la restauration de la rivière Cheonggyecheon à Séoul, en Corée. J'ai probablement écorché le nom de la rivière. La première image à gauche, vous voyez, en fait, c'était le tracé de la rivière originelle qui était là et qui a été recouverte suite aux nombreux travaux d'urbanisation et de développement de la ville. C'est devenu une autoroute de 5,6 km et de 16 mètres de large. Et dans les dernières années, avec les considérations en matière de développement durable, la ville a pris la très audacieuse initiative de remplacer cette autoroute-là par la rivière qui coulait là auparavant, qui était un peu un patrimoine national qui avait été perdu. Donc, ils ont jeté l'autoroute à terre, ils ont ramené la rivière à l'air libre et ils ont réparti les espaces routiers de chaque côté. C'est ce que vous voyez là, après dans la troisième vignette. Et le résultat, vous le voyez entre autres dans l'image de droite. Et ce qui est fantastique avec ce projet-là, c'est que c'est devenu un espace emblématique pour la ville. Donc, autrement dit, les gens se rassemblent énormément le long de cette rivière-là et ça devient un milieu de vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les dernières années, la biodiversité est revenue. Donc, oiseaux, poissons, amphibiens sont venus s'installer dans cet écosystème-là, malgré le fait qu'il y avait de l'aménagement autour puis un peu de béton autour. Mais le milieu naturel a permis ce retour-là de la biodiversité en ville. À titre de comparaison, là, si on regardait par rapport à nous, je pense que l'impact serait le même que de prendre l'autoroute des Carrés, de l'acheter à terre et de remettre une rivière à cet espace. Un deuxième exemple de ça, c'est la décanalisation de la rivière Sawmill à Yonkers, dans l'État de New York. L'objectif de ce projet-là, c'était parce que le centre-ville dépérissait. Il y avait perdait de vitalité, les commerces fermaient les uns après les autres. Alors, pour ramener la vie au centre-ville, la ville a décidé de créer ce nouvel espace-là et de ramener l'eau en ville. Et ils ont réussi. Le centre-ville est de nouveau vitalisé aujourd'hui. Un troisième exemple, c'est la décanalisation de ruisseaux urbains à Zurich, en Suisse. La ville de Zurich, c'est une pionnière en matière de décanalisation. Entre 1988 et 2003, il y a à peu près 21 km de rivières qui ont été décanalisées. Puis au départ, l'objectif, c'était de séparer les ruisseaux du réseau d'égouts sanitaires qui avait été combiné là, pour réduire la pression sur les usines de traitement et réduire les coûts également. Mais avec le temps, cet objectif-là s'est transformé. Et d'un besoin technique, l'objectif est soudain devenu d'améliorer la qualité de l'eau puis d'intégrer l'eau comme faisant partie importante de la toile urbaine. Il y a de nombreuses initiatives qui ont lieu dans ce sens-là à Montréal, à Laval également. À Montréal, on parle de nouvelles plages urbaines, donc on en a parlé tout à l'heure. On parle aussi d'infrastructures vertes, comme par exemple des ruelles vertes et bleues, des jardins de pluie, des stationnements perméables. À Laval, on a un projet également en matière d'infrastructures vertes, comme des saillies de trottoirs végétalisés drainantes. Donc, il y a de nombreuses initiatives qui émergent comme ça. Mais ce qu'on observe à travers ça, c'est qu'on a encore des projets qui sont plus centrés sur la technique ou la maîtrise de l'eau. Ce sont des initiatives qui sont plus ponctuelles plutôt qu'issues d'une vision collective. Et elles émergent au gré des opportunités, alors ça serait intéressant de voir un effort de planification collective qui va dans ce sens-là. J'ai envie de vous laisser. C'est ma dernière diapo. J'ai envie de vous laisser sur 3 questions de défis d'aménagement. Donc, comment est-ce qu'on peut valoriser l'eau au cœur de la ville? Donc, comment est-ce qu'on peut passer de la technique à créer un milieu de vie qui est vraiment intégré dans le tissu urbain? Comment est-ce qu'on peut conserver et mettre en valeur, comment est-ce qu'on peut concilier en fait la conservation et la mise en valeur? On a de nombreuses îles autour pour lesquelles on voudrait que les gens puissent les découvrir, mais en même temps, ce sont les derniers bastions en matière de biodiversité. Donc, comment est-ce qu'on concilie ça? Et la dernière question, c'est quelle protection pour les plans d'eau? Comment est-ce qu'on peut les protéger efficacement et comme des plans d'eau comme étant une extension de notre territoire urbain? Et c'est tout un défi qui se pose. Puis, je vous laisse sur une magnifique image de la rivière Cheonggyecheon qui illustre bien ce milieu de vie
qui intègre l'eau dont je vous parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Très intéressant. Si je peux faire quelques petits liens là, entre les présentations qu'on a eues. Ça nous a parlé de à quel point on a réussi à dénaturer nos milieux de vie. Puis, en conclusion, là, tu parlais de la technique versus une approche technique versus une approche des milieux de vie. C'est un peu la même chose pour moi, là, passer d'une approche très fonctionnelle de nos milieux à une approche de qualité là, qui est différente parce que quand Christiane nous a dit on a dénaturé et on le fait beaucoup, comme tu nous l'as montré dans la question de l'eau. Alors que moi, je n'arrête pas de me dire, bon, on est de plus en on le reconnaît, c'est notre cours d'eau fondateur, le Saint-Laurent. Je ne veux pas faire de politique, mais un nombre de projets politiques, là, celui du gouvernement actuel, la plateforme de base s'appelle Projet Saint-Laurent. On a 2 gouvernements de suite qui nous ont fait une stratégie maritime. Donc, on commence à comprendre, à revenir à cette importance-là, qu'on souhaite qualitative. C'est un peu, je pense, le mot que tu nous dis. Le chemin est long, mais quand je regarde les images, puis moi, j'ai encore plus accroché sur celle de Yonkers. Je trouve que ça ressemblait à certaines autres cœurs de ville au Québec. Qui vraiment va regretter qu'on remette l'eau dans nos milieux de vie? C'était ta dernière image, en quelque part, j'ai pensé avant, mais qui se dit, hey, on a-tu mal fait de remettre nos cours d'eau dans nos villes? Au contraire. Alors voilà, effectivement, on va vers le positif, mais il te reste des bonnes questions comme tu nous as laissées sur les aspects de gouvernance de tout cela. On va passer à notre troisième et dernière présentation d'aujourd'hui, M. Ron Rayside, que je vais rapidement présenter. Ron, je te rassure, je ne fais pas l'intégrale de ta biographie, mais quand même pour les gens qui ne te connaissent pas. Ron est un diplômé de l'architecture de l'Université McGill et a commencé sa pratique en 1977. Sa firme devient en 2011 Rayside Labossière avec son associé, voilà. Et Ron a participé à de très nombreux projets, notamment dans les édifices patrimoniaux, comme l'église Saint-Germain-Cousin, le Chic Resto Pop. J'ai appris également que tu avais été l'architecte responsable du chantier de la ville de Fermont dans les années 70. Et parallèlement à ta carrière d'architecte, Ron est très investi socialement, notamment à Montréal, entre autres sur des organismes, des conseils d'administration, comme le conseil d'administration à l'époque du C3S, donc c'est aujourd'hui des CIUS, de la CEDEC Centre-Sud et plus récemment, on va dire, du Conseil régional d'environnement, de la table d'interaction Peter McGill, de la Corporation Membo et de PME Montréal Centre. Alors voilà, Ron, la parole est à toi. Bon, bonjour, je vais partager mon document. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, OK, on part. Il y en a beaucoup de diapos. Et vous pourriez avoir c'est vrai que pour ceux qui vont avoir la présentation, il n'y en a pas de problème. Puis, bon, on démarre. Il ne change pas. Diapo. Attendez. Pourquoi il ne change pas de diapo? Ah, voilà. OK, ça va, ça marche. OK, 5 sujets. L'habitation, la consolidation des quartiers, cohérence dans le développement, les formes d'équité et les moyens fiscaux et gouvernance. Puis on touche très brièvement l'ensemble de ces sujets-là. Question de l'habitat. Ça veut dire que ce que je vais montrer ici, c'est pas juste une question de l'habitat, c'est une question de milieu de vie, parce que ça veut dire que c'est pas juste une question d'habiter un logement ou avoir un accès à un logement, mais c'est tout ce qui est autour. Et que l'habitation suppose 3 ancrages sociétaux de vivre, travailler et se divertir. Consolidation des quartiers, il y a tout un enjeu de rebâtir la ville sur elle-même, d'augmenter la polyvalence, pas juste les secteurs centraux, mais les villes en général. Puis le COVID a soulevé beaucoup ces enjeux-là. Et l'étalement urbain, comme Christian l'avait soulevé, mais aussi la grande question où construire et où ne pas construire. Aussi, Christian a touché quelques points là-dessus. Là, les défis pour nos villes et villages, et d'ailleurs, beaucoup de ces enjeux-là s'appliquent, oui, aux quartiers, aux villes, mais aussi aux villages. Ça veut dire pas de... Ça veut dire qu'on voit ces enjeux-là un peu partout sur le territoire du Québec. Que constate une dégradation de la qualité architecturale, une augmentation du parc immobilier, Christian en a parlé, l'isolement social, les enjeux de cohabitation dans l'espace public, l'accès aux services de proximité, mais aussi les services collectifs, et aussi les questions de la sécurité.
Il y a un énorme enjeu de comment on peut garder nos villes abordables et pas juste abordables pour où est-ce qu'on habite, mais abordables aussi pour les locaux commerciaux. Tout un enjeu, les locaux vacants, la pérennité des services communautaires, puis aussi peut-être un mouvement qui est surtout avec le COVID, le local puis le ultra-local. Il y a un enjeu d'identité, puis la question de patrimoine, autant le patrimoine matériel et immatériel, c'est une carte qu'on avait faite pour le centre-ville, pour l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, mais ça peut s'appliquer ailleurs avec les nombreuses identités qu'on donne à notre propre quartier. C'est sûr que plus qu'on approche le centre urbain, plus que le nom qu'on se donne peut varier d'une personne à l'autre. En tout cas, mais c'est une question importante, puis la question de sentiment d'appartenance, puis d'où est-ce qu'on vient, de question patrimoine. C'est juste une carte d'une balado qu'on a faite pour identifier certains des lieux patrimoniaux dans notre quartier, qui est le quartier Centre-Sud de Montréal. Il y a un grand enjeu de aussi patrimoine, et on a des centaines d'églises qui vont se libérer dans les années qui s'en viennent. Et l'État abandonne aussi un certain nombre. S'il n'abandonne pas, il aimerait abandonner un certain nombre d'immeubles ou complexes patrimoniaux, que ce soit les hôpitaux, que ce soit d'autres institutions. C'est un énorme défi, autant de garder l'histoire, mais aussi de recycler. Ça fait partie des enjeux d'une politique d'aménagement partout au Québec. C'est une autre église qu'on a rénovée, c'est le Cheikh Christophe en Hochelaga-Maisonneuve, qui est une petite église, mais en même temps, c'est une partie de l'identité de cette partie-là de Hochelaga-Maisonneuve. C'est un autre exemple dans Villemort, dans le sud-ouest de Montréal, qui est un lieu de spectacle, puis une entreprise, c'est une OBNN, puis une entreprise en réinsertion. Mais c'est que 3 exemples parmi des centaines de défis qui nous attendent. Peut-être il y a une question de cohérence, le management. Je m'excuse, la carte est très l'île de Montréal et non pas Laval, mais et c'est les enjeux, les grands secteurs en développement, dans le secteur qu'on appelle le grand centre-ville, qui va jusqu'à le boulevard métropolitain Descarrés, jusqu'à le Hochelaga-Maisonneuve, puis le fleuve. Il y avait avant la COVID, il y avait de 30 à 50 000 logements en préparation, c'est-à-dire en construction. Puis la demande de cohérence et ce grand défi, que ce soit Montréal, Laval, que ce soit n'importe quelle ville, pas juste la cohérence, pas un projet, mais tout ce qui bouge autour dans le quartier. C'est énormément des choses qui bougent. Puis le COVID, pour le moment, ne semble pas arrêter ces projets-là, qui est un peu mystérieux, mais peut-être certains lieux de réflexion à laquelle on a participé. Il y avait le quartier Centre-Sud, pour ceux qui le connaissent, proche de le Pont-Jacques-Cartier. Les grands projets qui s'en viennent, l'ancien site de Radio-Canada, le site de Molson, puis un autre site à côté de Pont-Jacques-Cartier, où on ajoute peut-être au moins une dizaine de mille de logements. C'est vrai qu'on ajoute peut-être jusqu'à 30 % de la population existante, une grande bousculade en termes de l'aménagement urbain, avec juste un coche de plus, le REM qui arrive sur René Lévesque en mode pour le moment aérien. Comment avoir une cohérence, on a accompagné le cadre de quartier avec les tables rondes pour essayer d'avoir une discussion avec les différents promoteurs sur le territoire, puis malgré tout, avec l'arrondissement, d'être sûr qu'il y ait une forme de cohérence dans le développement. Mais c'est les choses qui arrivent dans d'autres zones du territoire. D'autres, on avait participé, mais c'est les démarches aussi que c'est pas nous qui avons guidé, mais Louvain-Est, puis la Chaîne-Est, qui est les grands secteurs, puis où on a initié aussi les démarches de bureaux partagés, puis de réflexion collective autour du développement, au lieu que ce soit uniquement la volonté pour chaque promoteur isolé dans son coin pour le développement de ces territoires-là. La notion des quartiers complets, mettons, on appelle ça les éco-quartiers, il y a beaucoup de noms associés à ça. Mais juste pour dire, pour répéter que c'est pas juste l'habitation, c'est tout ce qui tourne autour, c'est question d'emploi, la question des services, la synergie entre les différentes fonctions. Et toute la ville de 15 minutes qui est développée à Paris, mais de plus en plus on en parle, au moins dans les milieux un peu plus denses, le 15 minutes, c'est un peu plus difficile quand on va vers l'extrémité du territoire.
Angus, qui est un bon exemple de mixité des fonctions, aussi construction de logements abordables, logement social, aussi les zones d'emploi avec une cohérence de l'aménagement pour l'ensemble du secteur qui est plus facile quand il y a un promoteur de l'ensemble du site qui est dans ce cas-là un OBNL, Société Angus, mais c'est demeure quand même un exemple. Ça, c'est un de nos projets dans le site Angus, c'est le logement abordable, c'est pas le logement social, mais abordable. Toutes les questions des services collectifs autour de l'habitation, ça veut dire que, pas juste les services de les écoles, pas juste les services de la ville, les centres récréatifs, les centres de culture, mais l'ensemble de ce qu'on peut appeler récréatif, puis la mutualisation de ne pas avoir plusieurs gymnases, mais de partager certaines fonctions, que ce soit complémentaires, la même chose pour une bibliothèque, que ce soit pas juste à l'école. Et la mutualisation avec nos grandes institutions puis nos grandes bureaucraties, si on peut le dire, c'est extrêmement difficile. Tout le monde veut l'avoir, mais le réaliser, c'est toute une autre histoire. Mais c'est le complément à l'habitation. C'est l'habitation, ça veut dire qu'est-ce qui nous entoure qui est de question. Puis Civic Commons, puis dit l'espace public, on le vit surtout dans les quartiers plus denses. Les logements deviennent de plus en plus petits. Mais comment on peut bénéficier de tout ce qui est autour, incluant les attraits commerciaux, les espaces semi-publics? Et la question d'équité, Christian l'avait mentionné dans un des cartes, c'est juste la question des îlots de chaleur. Mais l'équité, l'inéquité, d'ailleurs, c'est une carte qui montre Ville-Mont-Royal au nord, Côte-à-Neige vers le sud, puis l'hippodrome qui est un grand secteur en développement, avec le parc industriel qui va devenir à partir Royal-Mount. Ça veut dire qu'il y a 10 000 logements dans le secteur directement autour de l'hippodrome, mais un potentiel de 20 000 logements dans le grand secteur autour, avec les villes qui ne font pas partie de la ville de Montréal, avec la cohérence dans l'ensemble du développement, avec deux grandes autoroutes qui traversent le territoire. Maintenant, le défi est grand pour la cohérence. Puis ça, c'est la disparité, la grande pression de valeur foncière, l'inégalité dans les territoires, plus que c'est foncier, plus que les quartiers sont défavorisés, ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on n'accentue pas déjà ce qui est très inéquitable. Il ne faut pas fabriquer les zones de pauvreté. Il faut vraiment tout faire pour qu'il y ait une mixité sociale, incluant dans les quartiers centraux. C'était ton rappel pour aller vers ta conclusion, peut-être? Oui, non, oui, c'est exactement. C'est l'Hôtel Dieu. Aussi, on fait une demande pour une cohérence dans le développement des sites très importants du point de vue patrimonial. La même chose. Et pour les questions fiscales, peut-être, il y a une couple de diapos, mais comment faire en sorte que nos règles fiscales font en sorte qu'on encourage qu'est-ce qu'on veut et qu'on décourage qu'est-ce qu'on ne veut pas, incluant l'abus de l'auto, incluant les formes de développement qu'on ne veut pas, incluant les projets qui ne sont pas mixtes. Okay? C'est le grand défi pour les années qui s'en viennent, de mettre les outils pour l'État pour encourager ce désir-là d'avoir une ville qu'on veut. Et incluant les questions de concertation, les questions de co-développement avec la ville, puis avec les promoteurs. Alors voilà, puis ça c'est juste à l'époque les outils qu'on utilisait pour le milieu communautaire autour des enjeux pour l'hippodrome. Avec l'ensemble des autres projets autour, c'est vrai que les 10 000 à 20 000 logements qui s'en viennent dans les années qui s'en viennent. Voilà, fini. Merci beaucoup, Ron. Je suis très content que tu termines sur les questions là, de fiscalité, de gouvernance, de concertation, parce que tu nous as montré des très beaux exemples de projets. Je pense que ça nous aide à nous projeter, mais heureusement que Christian a parlé avant toi, parce que si on ne regardait que ta présentation, on se dirait, ah ben, on est capable de faire beau, malgré que je rappelle que le contexte d'aménagement du territoire, c'est qu'on la concurrence sur le territoire, hein, c'est avec l'étalement urbain. C'est l'alternative qui existe actuellement. Parce que si on n'avait que les projets que tu nous présentais, probablement qu'on ne serait pas sur les mêmes enjeux d'inéquité qui seraient sur la table. Alors, très riche présentation. Là, je rappelle tout le monde que vous aurez accès plus tard aux rediffusions des conférences. On va passer à la période de questions.
Juste, je rappelle rapidement les consignes. On va prendre les questions, on va privilégier les questions que vous voulez bien dire à voix haute en utilisant la fonction lever la main. Également, s'il y a toujours l'outil converser. Et je vais demander aux conférenciers de prendre des bonnes notes parce qu'on va faire un tour de table. C'est-à-dire que quelques interventions dans la salle, on essaie de se trouver ensemble des bonnes pistes pour aller vers des recommandations pour la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Voilà. Donc, pour se construire une compréhension commune de vision, des objectifs, des moyens et, comme le dit Ron, de la gouvernance, de la fiscalité, etc. Est-ce que j'ai d'autres... non, voilà, c'était mes consignes. On est prêt. Alors, je vois une main levée, j'en veux 3 avant de donner la parole. Qui a des questions pour nous? Jonathan Tremblay, la main levée. La parole va être à vous. Oui. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, je vais faire un petit préambule. Moi, j'habite à Laval. Je suis un citoyen depuis une trentaine d'années. Puis j'ai vu le développement s'accélérer des villes incontrôlées qui n'est pas, je pourrais dire, facile pour les villes de jongler avec cet équilibre. Puis juste tout récemment, moi je suis du secteur ouest de Laval, c'est-à-dire le prolongement de la 440. On a vu qu'il y a eu un élargissement de route qui a refait un peu l'aménagement. Malheureusement, on a enlevé des plantations nouvelles qui avaient déjà été plantées. Puis on a aussi, en faisant l'élargissement, on a enlevé une bande d'arbres et on a réinstallé une clôture de 6 pieds de haut qui ne vient pas avec l'aménagement d'une ville verte ou intégrée avec la nature. Ma question est la suivante. Comment que nous, en tant que citoyens qui se sentent impuissants face à ces nouveaux aménagements-là, comment qu'on peut interpeller les organismes et la ville de Laval au niveau politique? On le fait déjà au niveau conseil municipal, mais pour mieux aménager justement les nouveaux projets du 21e siècle, je suis un peu déçu de voir qu'encore, à l'époque où on aménage encore un peu le territoire de cette sorte qu'il n'y a pas de planification, de réflexion par rapport à l'aménagement sur notre territoire. Puis ça, ce serait une de mes premières questions. Merci, Jonathan. Donc, il y a entre autres, moi j'entends dans ça la question de la formation, justement, là, aux nouvelles visions, aux nouveaux aménagements, là, à la fois des fonctionnaires municipaux, des conseils municipaux, peut-être du privé aussi. Est-ce que Ron, tu veux intervenir? Mais Philippe, veux-tu qu'on réponde ou qu'on donne Ben, les à éléments? ce moment, oui, vas-y, parce que OK. s'il y a des gens qui ont d'autres questions, soyez libres. Là. On va aller dans les Ouais. différentes thématiques, puis après ça va se placer dans la conversation. Ce qu'on a fait dans certains quartiers, c'est qu'on avait, avec le table de quartier local, on avait essayé d'ouvrir un dialogue avec l'arrondissement ou la ville en ce qui concerne les grands secteurs de développement. On a organisé aussi avec les représentants de la société civile, c'est-à-dire qu'il y a différentes organisations très variées. Des fois, dans un quartier, c'était beaucoup plus varié que d'autres, mais c'est ça qu'on a fait. C'est pas une recette qui garantit le résultat, mais plus qu'on mette le monde autour de la table de différents milieux, mais plus que la ville et les promoteurs ont intérêt à discuter. Si ça représente juste un point de vue, mettons, d'un organisme, là, c'est pas nécessairement une poigne intéressante, mais s'il y a 20 personnes, 30 personnes autour de la table qui représentent une diversité, ça facilite la vie d'ailleurs pour la ville parce qu'il peut rencontrer une forme d'organisation au lieu d'un à la fois. Mais même pour les promoteurs, souvent, on réussit à les convaincre. Mais ce que vous parlez comme un exemple, c'est vraiment la ville avec un peu les enjeux de l'urbanisme un peu plus global. C'est comment ouvrir le dialogue avec eux. En tout cas, dans certains arrondissements à Montréal, on réussit. Mais c'est pas évident au début. Au début, il veut pas, mais à la longue, il finit par accepter. Pas dans tous les arrondissements. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait les démarches comme à la Chine, c'est pas nous. Mais ils sont un peu... On a comparé nos méthodes de différents quartiers et
Et puis eux, c'est vraiment beaucoup de va-et-vient puis de complicité entre l'arrondissement de la ville du centre et la société civile de la Chine. Puis c'est le même à Louvain. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Emmanuel. Oui, ben, en fait, pour rebondir un peu sur ce que Ron vient de mentionner, puis c'est un peu une question que j'ouvrirai aussi à nos trois intervenants, mais on a parlé beaucoup de la cohérence, qui était un enjeu, mais je serais plus dans le mode solution. Est-ce qu'il y a des... Vous voyez par où on peut aller chercher cette cohérence-là? Quels seraient les mécanismes, les outils? Ron soulignait, je pense, avec le projet La Chine Est, on l'a vu, c'est la concertation puis l'implication dès le début des promoteurs, de l'arrimage avec la ville, des différents acteurs. Mais c'est ça, pour le moment, la cohérence est comme un gros point, un gros enjeu, en fait, qui fait justement, pour lequel on voit la SNUAT est comme un outil vraiment puissant. Mais comment est-ce que vous avez quelques pistes, idées ou bons cas, bons exemples qui permettent d'assurer cette cohérence? Je rajouterais que c'est dans le contexte où il existe dans le cadre d'aménagement actuel des obligations de participation citoyenne, ces choses-là qui, en quelque part, sont plus adaptées à notre époque, ne fonctionnent pas. On a des enjeux d'acceptabilité sociale partout. Donc, il faut trouver la meilleure voie d'y arriver. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus? Christian et Ariane, peut-être? Oui, Ariane? J'aurais envie de dire qu'on est un peu dans une période de changement de paradigme. On change un peu les façons de faire progressivement, puis tout changement assez important de ce type-là demeure ardu et prend le temps qu'il a besoin de prendre. Mais la plupart des initiatives qui réussissent partent souvent des citoyens. Donc, j'en ai parlé un petit peu, là, mais l'exemple de la plage de l'Est en est un bon. Parce que si les citoyens n'avaient pas réclamé cet espace-là, n'avaient pas travaillé de longue haleine sur toutes ces années-là à créer cette vision de cet espace-là, à définir c'est quoi les besoins, puis à porter cette voix-là auprès de l'administration municipale, bien, probablement que la plage, elle n'aurait pas vu le jour aujourd'hui. Bon, il reste encore des choses à faire pour être capable de se baigner, mais on n'est pas loin. Donc, je dirais le pouvoir collectif, l'implication, de ne pas hésiter de se rassembler, de déterminer c'est quoi les besoins, puis de pousser, puis de surtout pas lâcher. Parce que c'est cette constance-là qui fait en sorte ou qui démontre aux élus puis à l'administration aussi que ce n'est pas un vœu pieux, c'est un réel besoin, une réelle demande de la part des citoyens qui desservent. Très intéressant. On l'a entendu dans d'autres régions du Québec où on a eu cette discussion-là, là, que les citoyens ont besoin d'être là. Donc, on a besoin effectivement de cohérence et de vision à l'échelle québécoise, mais on a besoin aussi d'écouter ceux qui travaillent de fond là, sur le terrain, les citoyens, mais avec les professionnels également pour des projets. Je vois Lynn Parent qui a la main levée. Lynn, la parole est à vous. Oui, bonjour. Je me demandais si les intervenants avaient des choses à dire sur le REM de l'Est. J'avais envie d'amener ce sujet-là sur le terrain, comme on parle de concertation, de pouvoir citoyen puis de pouvoir de concertation. Je trouve que c'est un bel exemple de développement fait du haut vers le bas, sans concertation, sans planification avec les autres intervenants du secteur de la mobilité durable, une organisation privée, mais qui profite de fonds publics et qui arrive avec un projet qui est à prendre à peu près tel quel et qui va avoir un impact énorme sur notre paysage, sur l'aménagement de notre territoire. Est-ce que vous pensez que justement la concertation citoyenne, la concertation des différents organismes vont réussir à faire moduler le projet ou à le faire tomber, ou c'est un projet qui, en même temps, a des objectifs très louables d'ajouter à l'offre de transport collectif, mais ma préoccupation, c'est vraiment ce que ce projet-là vient faire sur le paysage et
son impact déstructurant, si on veut, dans nos milieux de vie, dans nos quartiers, si on pense seulement au passage là, du REM de l'Est dans Hochelaga-Maisonneuve, puis aux vues sur le fleuve qui risquent d'être encombrées par le volet là, aérien du REM de l'Est. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a espoir de faire moduler le projet pour qu'il soit plus à échelle humaine? Merci, Lynn, effectivement. Puis là, je vois Christian qui lève la main. Effectivement, Est-ce que tu préfères prendre plus de questions? Oui, c'est ça. Je parlerai plus de questions. Je ne veux pas l'esquiver, au contraire. Là. J'allais juste dire que dans les exemples que Christian nous a présentés, là, on a les grandes infrastructures de transport qui nous ont amenés aujourd'hui, qui amènent certaines problématiques. Fait qu'on comprend qu'il peut y avoir des questionnements sur le REM. Alors, notez bien celle-ci. Puis là, je vois Samuel qui veut intervenir. Samuel Pagé-Plouffe. Oui, merci Philippe. Donc, Samuel Pagé-Plouffe, je suis également chez Vivre-en-Ville. Donc, on collabore à l'Alliance Ariane. Ma question porte sur la relation entre consolidation urbaine, donc lutte à l'étalement et accès au logement, à l'habitation. On le sait, l'étalement est très, très, très coûteux pour le Québec. C'est relativement bien documenté. Il y a quand même un défi d'équité sociale dans le fait de dire on va limiter l'étalement parce qu'il faut tout de même trouver une solution pour loger les nouveaux ménages. Et on entend quand même quelques solutions qui émergent du monde municipal. C'est l'achat de terre, des éléments comme ça. Mais quel rôle pour le gouvernement du Québec, outre que de dire on va financer davantage d'unités d'habitation? Comment le gouvernement du Québec peut contribuer justement là, à la consolidation urbaine au-delà de l'aspect financier? Évidemment, on peut parler de l'aspect financier aussi, je n'ai pas de problème avec ça. Merci, Samuel. Je pense que je vais repasser la parole aux intervenants. Peut-être Christian en premier. OK. Les deux questions qu'on a eues. Oui. Donc, pour Madame Parent, vous avez tout à fait raison qu'en principe, ça ne devrait pas se passer comme ça, la planification territoriale. Puis on peut penser que c'est le genre de choses qui devraient ressortir dans la future politique, quand on parle du REM notamment. Cela étant dit, effectivement, c'est un projet qui répond à beaucoup de besoins en matière de transport. Donc, là, je vais parler d'un point de vue plus personnel. Je fais notamment partie là, du comité d'experts qui tente de voir comment on peut en faire un meilleur projet. On avait notre 3e rencontre ce matin. Donc, je ne crois pas qu'il va finir tel quel, si je peux me permettre. Donc, on va voir, là. Mais sur le fond, vous avez raison, ça ne devrait pas être comme ça qu'on fait des choses. Ça ne devrait pas être fait de cette manière-là. Il y a déjà des meilleures consultations que la dernière fois. Donc, la culture de la consultation s'améliore. On a progressé depuis 2015. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, c'est un aspect. Sur la question de Samuel, il y a évidemment, le Québec est dans le contexte de la politique, là, il y a aussi la démographie, puis les 10 prochaines années sont très importantes dans comment on construit le Québec. Et parce que c'est là qu'on a encore une progression démographique assez forte. Après ça, le vieillissement de la population va s'accentuer. On risque d'avoir même une certaine stagnation. Donc, quand on regarde la présentation de Ron, où ce qu'il dit, il y a des potentiels de développement là, il y a des potentiels de développement là, bien, une des choses qu'on peut faire là, pour tenter justement de diminuer l'impact des hausses de loyer, c'est de construire beaucoup de logements. Et pas juste du logement social, du logement privé. Mais parfois, pour certains terrains plus difficiles, puis Ron connaît bien le terrain de l'hippodrome, il va falloir un coup de pouce de l'État pour faire en sorte que ce type de terrain-là, puis il y en a partout au Québec, je le répète tout le temps, parce que ce n'est pas juste une affaire de Montréal, je mets mon chapeau ensemble du Québec, là. Il y en a partout des terrains comme ceux-là qu'il faudrait accélérer, qui viendraient contribuer à faire des milieux de vie complets,
à construire plus de logements en gardant une bonne proportion de logements sociaux qui aiderait à diminuer la pression sur l'abordabilité du logement. Donc, quelque chose comme un fonds à l'aménagement et l'urbanisme durable pour accélérer la construction de certains quartiers sur des terrains peut-être un peu plus difficiles, mais qui sont placés stratégiquement, m'apparaît comme une des solutions. Merci. Ron, tu voudrais compléter? Oui, mais Christian a bien répondu pour le REM. Dans les faits, avant que le projet soit annoncé, il y avait un mouvement quand même dans l'Est de Montréal pour avoir quelque chose, un transport structurant. Puis aussi, beaucoup des organismes maintenant n'aiment pas ce qui s'en vient, mais il y en a d'autres qui aiment ce qui s'en vient pour des raisons que Christian a soulevées. Il a dit qu'il faut avoir l'espoir qu'il y ait les améliorations possibles à ce projet-là. Mais c'est très complexe en termes. C'est pas juste un terme simpliste de consultation publique. Des fois, la réalité sur le territoire. Et c'est comme un écosystème d'organismes et de citoyens et non pas juste un grand lieu de consultation organisé par un organisme. Mais c'est l'autre question, là, est-ce que Samuel... mais d'ailleurs, un des éléments du REM, par contre, que ça montrait, c'est que les grandes institutions ont beaucoup de misère de se coordonner entre eux. Que ce soit les systèmes de transport avec les villes, avec les arrondissements, il y a les grands mouvements, puis il dit, est-ce qu'il n'y a pas un grand table où tout le monde se parle, puis tout le monde est au courant de tout? Ça n'existe pas, ça. Puis, mais ça demeure un grand enjeu, la coordination, incluant avec les réseaux scolaires, incluant avec les réseaux de santé. C'est pas juste l'urbanisme qui a la misère de se coordonner avec d'autres. Je reviens sur la question de Samuel et la question de l'accès au logement. D'ailleurs, on est face à un énorme défi actuellement, c'est l'explosion des coûts de construction qui va avoir un impact sur les années qui s'en viennent, sur autant le coût de logement social que le coût du logement en général partout au Québec, et incluant dans le milieu urbain. C'est un coup difficile. J'ai jonglé beaucoup avec les chiffres dernièrement, puis ça fait peur, cette grande augmentation des coûts de construction. Mais je reviens à la question de l'étalement urbain. L'étalement urbain, parce que le monde veut avoir pas cher, parce qu'il y a une culture, puis c'est normal, qu'on a le droit d'habiter où est-ce qu'on veut. Mais il y a une autre culture, qui dit on n'assume pas les conséquences de ces choix-là, dont les zones inondables, dont les zones de plus en plus loin où il n'y a aucun service. Ça coûte pas cher parce qu'il n'y a pas de service. Mais 20 ans après, il faut construire les services. Et ce n'est pas intégré dans le coût de terrain pour lequel on a payé pas cher au début. C'est la manière que la fiscalité est faite au Québec. On finance et on encourage l'étalement urbain d'une manière très, très, très clairement. Ça veut dire qu'en termes économiques. Et si on ne renverse pas ça, ben l'étalement urbain va continuer. Et, parce que qui est contre l'idée d'acheter un terrain pas cher au bout d'un champ? Et on dit, mais il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de centre récréatif, pas de service de la ville, c'est pas grave. Mais 20 ans après, ça devient grave. C'est une partie le grand défi pour le gouvernement. Et l'accessibilité dans la pression foncière, partout au Québec, mais surtout les milieux urbains, puis encore plus dans les milieux urbains denses, mais même à l'extérieur des villes, les coûts des propriétés dans les zones rurales explosent actuellement. Alors, comment on va s'assurer avec les politiques plus fortes puis les contraintes, c'est ça que ça veut dire, l'abordabilité dans l'avenir, c'est ça partie des grands débats. C'est pas juste l'étalement urbain, c'est tout ce qui tourne autour. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Ron, c'est que non seulement les mêmes branches de l'État ne se parlent pas quand vient le temps de se coordonner, mais ce n'est pas juste les ménages qui assument les coûts faramineux, problématiques d'étalement urbain. Hein? C'est l'État qui d'abord construit des routes pour se rendre plus loin, mais après, c'est lui qui assume les coûts supplémentaires. Alors moi, je le remets sur la table simplement en disant peut-être que pour notre stratégie nationale, il faut déjà avoir cette information-là de combien coûte pour, là je vais parler du réseau de la santé, la sécurité publique, les forces policières, d'avoir des villes moins denses. Tu nous as parlé beaucoup des services collectifs, là, puis peut-être qu'on y reviendra plus tard dans la conversation, c'est intéressant. Il y avait une main levée, je ne sais pas si il y avait Amal Melki qui avait la main levée, je ne sais pas si vous vouliez parler ou si c'était une erreur.
Votre microphone est fermé. Votre microphone est fermé. Avec cette discussion, une idée m'est venue à la tête, c'est qu'on oublie de parler d'ajustement du territoire. Il faut ajuster le territoire avec les écosystèmes, il faut connaître la géographie. Et c'est comme ça qu'on va assurer la cohérence entre, je ne sais pas, c'est une idée, entre le territoire, c'est difficile, mais comme elle a dit, renaître les ruisseaux, refaire les ajustements vont se faire tant qu'on a cette intention de réajuster avec les écosystèmes ce que nous, on a fait comme défaut. Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Et c'est là qu'on va assurer la cohérence qui nous manque, que ça soit social, parce que je n'ai pas beaucoup entendu de la cohérence sociale avec l'aménagement. C'était juste des aménagements, des perspectives. On oublie les citoyens. Les citoyens sont quelque part, mais ils n'ont pas un rôle dans la planification. Et c'est comme ça qu'eux autres, ils vont s'introduire dans la planification. C'est juste cela que je voulais amener. Merci. Comme une perspective de réflexion, parce qu'on est dans une stratégie de réflexion. Bon, tout à fait, puis on est encore dans la question là, on ne connaît pas suffisamment bien notre territoire, on ne connaît pas suffisamment bien l'impact des coûts, on ne connaît pas suffisamment bien nos écosystèmes sur lesquels on bâtit. Oui. Alors, je le redis encore une fois d'une perspective, peut-être qu'on a un déficit d'information à combler, là, puis peut-être que c'est simplement au niveau du gouvernement, pas simplement citoyen, mais au niveau du gouvernement lui-même pour ces interventions. Monsieur Henri Chevalier, vous avez la main levée. À vous la parole. Merci. Merci pour les présentations tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Ron tout à l'heure et ce que vient de dire Amal tout de suite. Ron, tu citais en exemple le redéveloppement de la Chine-Est. Je connais moins les secteurs, mais je connais bien ce redéveloppement-là. Je dirais qu'effectivement, le bureau partagé, c'est des progrès, c'est intéressant. Il y a eu tout un processus de dialogue tout au long de l'année 2020 et qui a donné des résultats intéressants. Je mettrais un bémol en disant que les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est-à-dire le duo service d'urbanisme promoteur qui développe un projet reste quand même, même dans ce cas-là, la Chine-Est, l'axe central de réflexion. C'est vrai que la communauté n'est pas très loin, mais elle n'est pas dans le cœur du redéveloppement, dans la réflexion. Elle participe. Ce n'est pas la même chose. J'ai d'autres cas de figure où on était carrément exclu, c'est très récent, là, et puis je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour faire un procès. Effectivement, il y a une réflexion à faire. Si on veut que la société civile participe, il va falloir faire ça de manière plus rigoureuse. Il y a des acteurs qui sont au bout de la file, qui donnent des permis, qui ne devraient pas forcément pouvoir intervenir tout au long du processus, parce qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. On a un rôle précis d'autoriser certains développements. Si en plus on participe à les façonner pour ensuite les autoriser, ça peut, je vous donne cet exemple-là. Donc il y a un processus peut-être à réfléchir pour s'assurer de la bonne adéquation des projets avec les enjeux locaux, donc la participation de la société civile, mais pas n'importe comment. Il faut vraiment trouver une façon de le faire, prendre le temps de le faire, parce que ce n'est pas forcément rapide, mais c'est un garant d'amélioration du projet final. Donc, je voulais simplement tempérer l'enthousiasme de Ron, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Mais c'est essentiel. Je veux simplement... ce n'est pas évident à faire. Il y a une façon de le faire qui est à définir, à développer, à réfléchir. Mais c'est un point, à mon sens, qui est essentiel si on veut que ça fonctionne, le développement futur de nos villes, avec une vraie pensée cohérente à long terme, pour que tout s'inscrive dans un schéma qui permet à tout d'être cohérent ensemble. Merci. Avant de retourner, je me retournerai peut-être vers Ariane là, sur les deux dernières interventions. Je vais en prendre d'autres avant. C'est la question, entre autres, de
Est-ce qu'on a des outils ou de l'information plus claire sur notre géographie, notre territoire qui peuvent nous être utiles, ou en tout cas dans ton domaine, qu'est-ce qui serait instructif? Puis également, ce que vient de dire M. Chevalier, peut-être approfondir ce que tu nous as proposé dans les nouveaux modes de concertation et de mobilisation sociale qui prennent le temps, comme l'a dit Henri, là, peut-être tu pourras nous éclairer là-dessus. Je te laisse le temps de réfléchir un petit peu. Il y a 2 mains levées. Je vais prendre d'abord Chloé qui n'a pas intervenu, puis ensuite Jonathan, puis ensuite on revient vers les panélistes. Chloé, avec le microphone ouvert, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'avais une petite réflexion. Donc, je suis agente de développement à Bâtir son quartier, un GRT qui s'occupe de logement communautaire à Montréal et également de création de milieux de vie. Alors, déjà, je voudrais remercier le fait que tout le monde à peu près souligne le milieu de vie et ne parle pas seulement d'habitation. Ron l'a très bien expliqué dans sa présentation initiale. Quand on parle de ville, on parle d'habitation, effectivement, de tout ce qu'il y a autour. Donc ça, j'adhère évidemment à cette réflexion-là. J'avais une question concernant en fait la manière dont on peut prendre en compte les enjeux liés à la transition sociale et écologique dans une dynamique de développement urbain très soutenue, en tout cas à Montréal, c'est la situation que je connais le mieux. Donc oui, une dynamique de développement urbain très soutenue qui favorise le développement autour des aires TOD. Et moi, je m'interroge sur cette dynamique-là et l'enjeu d'abordabilité du logement en général. Et on sait que dans les aires TOD ou dans les gares REM, il y a comme un périmètre de redevance. Fait qu'à quel point, en fait, ça ne serait pas pervers, finalement, d'avoir... est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers à avoir ces redevances REM quand on parle de pérennité, de l'abordabilité du logement en général? Fait que ce sujet-là me préoccupe énormément. J'aimerais bien avoir vos inputs là-dessus. Merci. Donc, on note bien la question pour les gens là, qui n'ont pas compris, autour des gares du REM, il y a des redevances supplémentaires là, qui sont facturées aux promoteurs. Est-ce que c'est un outil fiscal incitatif ou la question, c'est désincitatif? Je pense que c'est un peu de ça, entre autres. Jonathan, dernière intervention, on va te retourner vers les panélistes. Oui, bonsoir. Oui, je voulais intervenir rapidement à nouveau. En tant que citoyen bénévole qui s'implique, j'ai plusieurs inquiétudes concernant les espaces verts de proximité. On sait qu'en milieu urbain, ils disparaissent vite. Et on voit que dans plusieurs autres villes aussi, ailleurs, où c'est très densifié, ils cherchent à retrouver des espaces commerciaux pour les reconstruire en milieu vert. Je vois aussi, dans le fond, la question, l'opinion est par rapport au terrain golf. J'ai vu que c'est un enjeu important à Montréal où on souhaite préserver le golfe d'Anjou et le golfe de Dorval près du Technoparc. Et à Laval, on a cet enjeu-là aussi, qui est les terrains de golf de l'ouest de Laval, qui est à proximité des rivières, des prairies, des mille-îles. Il y a une grande valeur écologique au niveau de cours d'eau qui passent au travers des golfs, des arbres matures vraiment impressionnants sur ces terrains de golf, dont moi, je pratique le golf. En cas de vente ou de fin d'activité des golfs, je trouverais ça un peu triste de voir que 100% du territoire de tous les terrains de golf soit dédié entièrement au développement immobilier. Parce que ce que je vois, c'est que les terrains sont, on l'a vu pendant le temps de pandémie, les citoyens, ils veulent s'approprier ces territoires-là. Puis, on a besoin de beaucoup plus d'espace, la chaleur, puis toutes ces questions-là. Fait que je voulais connaître un peu votre opinion sur l'aménagement, justement, apporter des nouvelles réflexions aussi sur les terrains de golf. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a des bonnes questions sur la table, des bons enjeux. Qui veut se lancer en premier? J'avais proposé à Ariane, est-ce que tu serais prête déjà à répondre? Oui. Ensuite, c'est peut-être, je regarde l'heure, on s'en va vers la fin de la rencontre tranquillement. Fait que si vous voulez, il y a d'autres perspectives que vous voulez ajouter en même temps. Ariane. Donc, pour faire un peu du pouce sur ce que M. Chevalier a apporté tout à l'heure, j'aurais envie de donner en exemple un projet que je considère quand même assez exemplaire là, en matière d'implication citoyenne, et c'est celui de déconstruction du pont Champlain actuellement.
en général, les projets qui fonctionnent bien ou qui vont aller chercher une bonne acceptabilité sociale, justement, sont ceux qui impliquent les citoyens dès le départ. Et c'est ce qu'eux ont fait, entre autres. Avant même que le pont soit, qui ait envoyé des appels d'offres et qu'il y ait un consortium d'identifiés pour réaliser les travaux, la Société des ponts Champlain et Jacques-Cartier ont fait des consultations extensives là, avec les communautés locales qui allaient être impliquées et impactées énormément par le projet. Et cette consultation-là, elle perdure dans le temps. Donc, ce n'est pas juste au début. Elle continue de se faire à des moments charnières du projet. Ils font également beaucoup de communication. Ils se rendent disponibles auprès des citoyens et les commentaires qui ont été émis ont réellement été pris en compte. Et avant même que la déconstruction débute, parce que là, elle était amorcée, avec des comités d'experts, on commence déjà à réfléchir à l'après-pont, puis à qu'est-ce qu'on va faire avec les espaces qui vont avoir été libérés, puis comment est-ce qu'on va mettre ça en valeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder le processus dans son ensemble, du début à la fin, puis de comment est-ce qu'on peut collectivement faire en sorte qu'un projet aussi important que celui-là l'est, par exemple, c'était une première, en fait, même à l'international, il y a beaucoup d'intérêt pour ce genre d'initiatives-là qui sont assez inusitées. Mais comment est-ce qu'on peut en faire le projet le plus porteur et qui a le plus de valeur pour les collectivités autour? Donc, dis-moi, Ariane, excuse, je te relance là-dessus. Là, parlant de valeur, là, est-ce que, parce que dans les milieux naturels comme les arbres, on parle beaucoup de documenter la valeur là, et des services rendus. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ça, dans les cours d'eau et qui serait à valoriser, là, la valeur des services rendus par nos cours d'eau? Oui, ça, c'était l'autre élément que j'allais amener. Là. Très bien. La valeur écosystémique des milieux naturels, c'est un élément qui fait l'objet de beaucoup de recherches actuellement. Entre autres, un professeur, le Jérôme Duprat, à l'Université d'Ottawa, entre autres, qui travaille beaucoup là-dessus. Par contre, c'est un concept qui a beaucoup plus de difficultés excusez-moi pour mon cellulaire. Pardon. Donc, c'est un concept, par contre, qui a beaucoup de difficultés à sortir des universités, puis à être intégré, puis pris en compte au niveau des administrations. Donc, on est dans un système économique, mais on ne prend pas réellement en compte la valeur économique des services qui sont rendus, puis ça ne pèse pas encore beaucoup dans la balance. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Puis, dans certains cas, c'est difficile d'évaluer la valeur économique d'un milieu de vie. Si on regarde, il y a beaucoup d'éléments qui sont objectifs là-dedans. Donc, quelle valeur est-ce qu'on accorde à un milieu qui permet des interactions sociales, qui permet une cohésion au niveau des communautés, qui permet de créer des liens, qui permet de l'entraide. Donc, ça, c'est pas très, très bien, c'est difficile à chiffrer. Donc, on a encore des défis à ce niveau-là. Puis souvent, les milieux naturels sont encore considérés comme des empêcheurs de développer. Là. Donc, c'est plus encore des obstacles au développement plus que des atouts. Puis, on a vu, entre autres, dans l'ouest de Montréal, tous les débats en lien avec le site autour de l'Anse à l'homme, milieu humide, pas milieu humide, projet de développement, conservation. Souvent, les idées clashent. Puis ça, par exemple, c'est un terrain qui aurait pu bénéficier d'avoir une concertation en amont pour la vocation de ces terrains-là, par exemple. Parce qu'on sait, on manque de milieux naturels, on les perd à vue d'œil. Donc, pour le peu qui reste, qu'est-ce que collectivement on veut faire avec ces milieux-là? Puis comment est-ce qu'on peut leur accorder une valeur qui n'existe pas encore réellement sur le marché. On a une valeur marchande pour les terrains et pour la construction, mais on n'a pas de valeur marchande au niveau social et environnemental encore bien installée. Bon, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Ron et à Christian, puis ça sera votre dernier tour de parole. On n'a pas oublié les questions là, sur l'abordabilité et les AirTod, ainsi que celle de la construction, notamment sur les terrains de golf. Mais peut-être un couple de commentaires. Ce que Henri a soulevé pour le CNES, c'est vrai, c'est vraiment l'entreprise pour les promoteurs. Il faut dire que le CNES, c'est une série de propriétés privées
et ce n'était pas une propriété d'État. Mais je veux dire, là où on s'en va maintenant, la CNES, s'il n'y avait pas ce processus-là de collaboration avec la société civile, avant que ça existe, ces collaborations-là, c'était chacun des promoteurs pour soi, avec aucune cohérence dans l'aménagement. À que des fois, mieux que rien, mais c'est sûr que le centre mettons, l'influence, la grande influence, c'est entre l'urbaniste et les promoteurs. Il faut dire, beaucoup des villes en Europe de l'Ouest, les villes sont propriétaires de beaucoup de terrains, qui n'est pas du tout le cas ici. Montréal, la proportion de propriété d'État est très petite par rapport à d'autres villes européennes. Et par rapport à la question de Chloé, la redevance, pour l'AREM, effectivement, tout le monde veut en profiter de ces genres de stations-là. Le vrai TOD, qui n'est pas une train de banlieue qui passe 2 fois par jour, là, mais un vrai TOD, le dilemme, c'est toutes les propriétés privées autour. Et les outils d'expropriation ou les outils de redevance changent l'état actuel. Et que je pense qu'il faut faire ça, mais c'est extrêmement compliqué pour les villes de revenir en arrière avec ce genre de définition-là. Mais ça n'empêche pas que c'est une bonne idée. La question sur le golf, d'ailleurs, c'est un enjeu de zonage. Hein. Le monde trouve plate le zonage, mais quand un golf n'est pas classé comme un espace vert, ben après, le propriétaire veut le vendre et il va avoir le prix le plus élevé pour son terrain. Puis là, c'est un grand dilemme. Puis revenons à la question de valeur. D'ailleurs, je suis un amateur que l'ensemble des organismes, incluant les organismes ici présents, devraient connaître les règles de jeu de l'immobilier et non pas juste les enjeux environnementaux. S'ils connaissaient comment ça marche l'immobilier, je pense qu'il ferait progresser leurs arguments de manière beaucoup plus facile. Puis peut-être c'est tout. Est-ce que je pense que je vais laisser à Christian. Il y avait peut-être d'autres questions. La valeur des espaces. Les espaces publics dans un quartier, dans une ville, c'est clair qu'il y a un enjeu pour la valeur pour les autres terrains autour. C'est sûr que ça augmente la valeur des terrains autour. Le parc lui-même n'a pas nécessairement une valeur, mais il y a un impact sur la valeur autour. Un espace vert qui n'est pas un espace public, mais plus en périphérie. Mais on a peut-être juste un dernier commentaire. J'ai dit ça souvent, dernier commentaire. Mais la notion de milieu de vie, la notion d'un quartier complet, quand on a rendu que Jean-Marc Fournier, qui est PDG de l'Institution de développement urbain, vende les mérites d'un quartier complet, qui vendent les mérites d'une certaine mixité, même s'il n'y a pas du tout le même point de vue, peut-être beaucoup des organismes, on a fait du chemin quand même depuis quelques années par rapport au discours public et la nécessité de penser un peu plus largement que juste un projet de logement qui est bien rentable, puis on vend les unités, puis on oublie ça. Là. En tout cas, je veux une petite note positive de le débat public. Merci, Ron. Donc, on a fait du chemin. Christian, dis-nous peut-être dans ton mot de la fin si on est rendu. Je suis désolé, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux qui sont derrière moi. Ça donne qu'ils viennent de faire des trucs dans le corridor. Écoutez, moi, je terminerai, je ne pourrais pas répondre aux questions, il reste pas beaucoup de temps. Je terminerai juste en disant aux personnes présentes, puis je vais peut-être voler une partie de ton punch, Philippe, là, mais de se mettre aussi dans la tête du gouvernement du Québec. Et c'est pas notre focus doit être sur le gouvernement du Québec et qu'est-ce qu'il peut faire pour aussi aider les villes. Parce que là, c'est une politique nationale, donc à l'échelle du Québec. Ce que peuvent faire les villes, c'est un combat, puis je vois plein de monde autour du Zoom qui disent qu'ils vont à leur conseil municipal, qui travaillent comme ça dans leur milieu, mais il y a des choses que la prochaine stratégie ne pourra pas faire, c'est faire le travail à la place des villes. Par contre, il va falloir trouver un moyen de leur donner plus d'outils, parfois plus de contraintes, parfois des meilleurs outils législatifs, mais c'est à ça que je vous amène à réfléchir durant votre été, parce qu'il va y avoir des consultations à la fin de l'été puis au début de septembre, et donc il va y avoir une écoute gouvernementale sur ces enjeux-là, et il faudra saisir l'occasion. Donc, il y a beaucoup des éléments qui ont été mentionnés ici qui auraient des implications éventuellement là, pour le gouvernement du Québec qui pourrait appuyer. Donc, c'est là-dessus que je voudrais vous laisser. Merci.
Merci, Christian. Alors, je vois encore une main levée. Ce que je vais faire, là, il est 13h28, je vais formellement faire les remerciements finaux. Puis, on va arrêter l'enregistrement. On va laisser les gens qui doivent retourner à leurs autres activités. Puis, on va poursuivre, si ça vous va, Chloé. Alors, effectivement, en mot de la fin, je remercie les participants et les intervenants pour la très riche discussion. On a parlé de thèmes très larges, mais c'était ce à quoi vous étiez conviés. Effectivement, Christian vole une partie du punch dans la question de ce qui vous reste à faire. Alors, je veux juste vous donner 2 ou 3 indications pour ce que j'appelle les prochaines étapes. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Simplement vous donner des références, non seulement sur le site du ministère des Affaires municipales pour consulter plein de documentation technique et également le document de consultation qui est soumis par le gouvernement. Sur les participants à nos autres événements, le prochain, c'est le 28 juin. Il sera thématique, celui-là, sur les corridors écologiques. Il ne reste que quelques places. Sinon, on a encore les régions Laurentides à couvrir, Est du Québec, et un événement de clôture le 7 juillet. La consultation citoyenne, là, j'ai marqué été, mais la date là, officielle, c'est que ça commence à la mi-août jusqu'au mois de septembre. Donc, en suivant, finalement, l'initiative Parlons Territoire, puis vous pouvez nous abonner à notre infolettre. Donc, vous allez avoir des références complémentaires et toutes les informations là, en date du jour pour comment intervenir. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, la balle est dans votre camp. C'était le mot de Christian. Alors, je pense que sur ce, je remercie tout le monde. Je salue les gens qui doivent nous quitter. Puis ceux qui veulent rester en ligne avec nous, pas de problème, on va continuer encore quelques minutes. Merci à tous et à toutes. Merci. Alors, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Est-ce que Chloé, tu voulais intervenir de nouveau?